Un chagrin silencieux de 10 ans, fracassé par la jeune fille d'une femme de chambre. Dévisageant le portrait de son fils perdu, elle chuchote « Monsieur, ce garçon, il était avec moi à l'orphelinat. » Durant une décennie, le magnate de l'immobilier Antoine Dubois n'avait été qu'une ombre dans sa propre demeure. Sa fortune colossale formait une armure vide contre une douleur qui le dévorait. C'était l'anniversaire d'une absence qui avait éteint les rires dans les vastes salles. Son fils Léo n'existait plus qu'en souvenir. Un garçonnet de 4 ans au sourire figé dans une peinture au-dessus de la cheminée monumentale. Une flamme éteinte depuis longtemps. Soudain, un son déchira le silence oppressant. La fille de la nouvelle employée de maison, une enfant dans un lieu où la présence d'un enfant était une torture. Elle ne prêtait aucune attention à l'homme puissant et brisé. Elle était comme pétrifiée, le regard aimanté par le tableau, et d'un souffle, elle porta un coup de masse au sépulcre de son cœur. « Monsieur, ce garçon, il était avec moi à l'orphelinat. » Une décennie. Le hall d'entrée majestueux du manoir de Beauvallon baignait dans un silence quasi religieux. Seul le tic-tac lointain d'une horloge régulateur marquait les secondes d'une existence inachevée. Antoine Dubois se tenait devant l'immense cheminée en pierre de taille, fantôme errant dans sa propre vie. C'était l'anniversaire. 10 ans. 10 ans que le rire avait déserté ces lieux. 10 ans que son fils, Léo, s'était volatilisé d'un parc public de la ville, un jour de grand soleil. Antoine était un bâtisseur d'empire, un homme dont le nom était synonyme de pouvoir sur le littoral. Il était un magnate. Il était un flux. Et il était irrémédiablement brisé. La richesse était un bouclier, mais le chagrin, un mal insidieux qui prospérait en dessous. Son regard, inévitablement, fut attiré par le portrait qui trônait au-dessus de la cheminée. La toile représentait un garçon de 4 ans, peinte quelques semaines à peine avant sa disparition. L'enfant avait les cheveux sombres et l'air grave de son père, mais les yeux lumineux et insatiablement curieux de sa mère. Il souriait, sa petite main agrippant un bateau à voile en bois. Le peintre avait immortalisé sa lumière intérieure, une lumière qui avait été soufflée. Un bruit discret, un raclement de chaussons, viola le silence suffocant. Antoine se retourna, l'agacement le piquant comme une aiguille de glace. Il avait été formel. Personne ne devait le déranger. Surtout pas aujourd'hui. C'était la nouvelle femme de ménage, Sandrine, une femme discrète et travailleuse qui avait été embauchée 2 semaines auparavant. Elle serrait un plumeau, le visage livide d'appréhension. Elle n'avait rien à faire dans cette aile du manoir, et elle n'était pas seule. Blottie derrière ses jupes, une fillette menue aux grands yeux bleus et à la chevelure blonde le dévisageait. Elle paraissait avoir 12 ans. « Monsieur Dubois, je vous en prie, pardonnez-moi » murmura Sandrine d'une voix chevrotante. « Ma vieille Renault 4 est tombée en panne ce matin. Je n'avais personne. Je lui avais pourtant dit de rester dans les cuisines. Chloé, je t'avais prévenu. » Le regard d'Antoine était un éclat de givre. Il ne supportait plus les enfants. Ils étaient le rappel constant et douloureux d'une vie qui lui avait été volée. « Les cuisines sont en bas, Sandrine. Assurez-vous qu'elle y retourne sur le champ. »« Bien, monsieur. »« Allez, viens. »« Dépêche-toi, Chloé. » La voix de Sandrine n'était plus qu'un sifflement affolé. Elle tira sa fille par le bras, mais l'enfant, Chloé, resta immobile, comme enracinée au sol. Elle n'était pas fascinée par Antoine ou par l'opulence de la pièce. Ses yeux étaient rivés sur le portrait. La tête inclinée, une expression de curiosité intense se mua en une confusion abyssale. On aurait dit qu'elle tentait de saisir un souvenir fugitif et incongru. « Chloé » implora Sandrine, tirant de toutes ses forces. « Il faut partir. » La fillette fit un pas, puis un autre, s'écartant de sa mère pour s'avancer vers la cheminée. Elle s'immobilisa au pied de l'âtre, le nez en l'air, contemplant le tableau du petit garçon souriant. « Cela suffit » lança Antoine. Sa voix était basse, mais elle claqua dans l'air. « Cette pièce est privée. Sortez. » Chloé se tourna vers lui. Son visage était d'une pâleur de cire. Ses yeux bleus étaient immenses. Non pas de terreur face à lui, mais d'une reconnaissance sidérante, impossible. « Monsieur » chuchota la fillette, la voix brisée. « Ce garçon. Il a vécu à l'orphelinat avec moi. » Ces mots flottèrent dans l'immensité du hall. Sandrine étouffa un cri,
sa main plaquée sur sa bouche. Chloé, tais-toi. Qu'est-ce que tu dis? C'est le fils de Monsieur Dubois. Présente tes excuses immédiatement. Antoine sentit ses poumons se vider. Le sol tangua sous ses pieds. Une froideur glaciale envahit son visage, le laissant au bord du vertige. Il s'agrippa au dossier d'un fauteuil en velours. Le visage du magnate de l'immobilier devint spectral. C'était la vérité. Une nausée le submergea. Qu'avez-vous dit? Sa voix était à peine audible. Chloé, tu fais l'erreur, sanglota Sandrine, paniquée. Elle connaissait la légende tragique de la famille Dubois. Tous les employés la connaissaient. Ce petit garçon, il nous a quittés il y a des années. Non, rétorqua Chloé avec force. Elle tremblait de tout son corps, mais son regard était inébranlable. Il n'est pas mort. Il était au foyer Saint-Joseph. Je le connaissais. On l'appelait Mathieu. Antoine la fixa, hébété. L'image de sa femme, Éléonore, diaphane et épuisée sur son lit d'hôpital, lui revint en mémoire. Il est parti, Antoine. Il faut le laisser partir. Il avait passé 10 ans à ériger une forteresse autour de son cœur. Et voilà qu'une gamine de 12 ans la faisait voler en éclats. C'est impossible, articula Antoine, les mots privés de toute substance. Mon fils est mort. Pas du tout. S'écria Chloé, blessée par son incrédulité. Il était plus grand quand je l'ai connu, c'est tout. Mais c'est bien lui. J'en suis sûr. Il avait les mêmes yeux. Et il passait son temps à dessiner. Il dessinait la mer et un gros chien marron. Antoine recula d'un pas, comme s'il avait reçu un coup. Un chien marron. Buddy. Un labrador couleur chocolat. Le compagnon inséparable de Léo. Un détail si précis, si personnel. Un secret de famille jamais ébruité. La presse connaissait les faits, enlèvement, rançon, présomption de décès. Mais ils ignoraient tout de Buddy. Vous mentez, souffla-t-il, sans conviction. Non, c'est la vérité. C'était mon ami. Les yeux de Chloé s'embuèrent de larmes. Il me défendait. On le surnommait Mathieu le Muet, car il ne disait jamais rien. Pendant très longtemps. Mais à moi, il me parlait. Il disait qu'il n'était pas un vrai orphelin. Il disait que son prénom commençait par un L, mais qu'il ne s'en souvenait plus. Il disait que son papa était très riche et viendrait le chercher, mais personne ne le croyait. Sandrine était en larmes. Monsieur Dubois, je vous en supplie. C'est ma fille adoptive. Je l'ai sortie du foyer Saint-Joseph il y a 3 ans. J'y faisais du bénévolat. Le regard d'Antoine pivota vers Sandrine. Vous l'avez adoptée? Oui, monsieur, confirma Sandrine en s'épongeant les yeux. Elle était là-bas depuis l'âge de 5 ans. Je l'ai connue en tant que bénévole. Je l'ai adoptée dès que ma situation me l'a permis. Je vous assure, elle a parfois l'imagination fertile. L'esprit d'Antoine était une centrifugeuse. Adopté au foyer Saint-Joseph, le même orphelinat. Il boutonna sa veste, ses mains prises de tels tremblements qu'il dut les fermer en poing. Sandrine, conduisez votre fille dans mon bureau. Sur le champ. Il se détourna et contempla à nouveau le portrait, le garçon souriant, la lumière volée. Il disait que son papa était très riche et viendrait le chercher. La gangue de glace qui emprisonnait son cœur commença à se fendre. Le bureau d'Antoine était un sanctuaire d'acajou sombre et de livres anciens qui n'avaient jamais été ouverts. Une odeur d'argent et d'air vicié y flottait. Une seule lampe éclairait le bureau monumental. Sandrine installa Chloé sur une chaise inconfortable. La fillette resta sur le bord, ses pieds ballant au-dessus du tapis persan. Sandrine se posta près de la porte, torturant un chiffon entre ses mains, son regard naviguant entre sa fille et l'homme qui les employait. Antoine Dubois resta debout. Il se plaça près de la cheminée éteinte, leur tournant le dos un long moment. Il cherchait son souffle. 10 ans. 10 ans de fantôme. 10 ans à refuser l'espoir, car l'espoir était un venin. C'était ce poison qui avait emporté sa femme. Éléonore avait couru après chaque indice, chaque médium, chaque charlatan.
Elle s'était consumée jusqu'à n'être plus qu'un souffle. Puis le silence. Antoine, lui, avait choisi une autre voie. L'enfouissement. L'acceptation de l'inacceptable. Et maintenant, cet enfant, cette fillette de 12 ans aux yeux d'un bleu aussi pur qu'un ciel de février. Il se retourna, son visage une forteresse d'impassibilité. Reprenez depuis le début. Ne laissez aucun détail de côté. Chloé déglutit. Le silence était si complet qu'elle entendait le battement lourd de la grande horloge du hall. J'avais 5 ans quand je suis arrivé au foyer Saint-Joseph, commença Chloé d'une voix fluette. Je n'ai aucun souvenir de mes vrais parents. Maman Sandrine. C'est ma seule maman. Je l'ai connue quand elle était bénévole. Elle m'a adopté il y a 3 ans. Mais avant ça, j'étais à Saint-Joseph. Et ce garçon, dit Antoine d'une voix blanche. Parlez-moi de lui. On l'appelait Mathieu, dit Chloé. Il était déjà là avant moi. Dans le dortoir des plus grands. Il devait avoir 9 ou 10 ans, je crois. Il était très renfermé. Les religieuses l'appelaient Mathieu le muet car il ne parlait jamais. Vraiment jamais, pendant des années. Le cœur d'Antoine battait la chamade. Léo, son Léo, avait été un tourbillon de vie, de mots, de bruit. Mathieu le muet. Quel drame pouvait infliger une telle chose à un enfant? Il passait ses journées assis près de la fenêtre de la salle commune, poursuivit Chloé, le regard perdu dans le passé. Il dessinait. Sans arrêt. Sur des brouillons, des serviettes en papier, une fois même sur un mur. Sœur Geneviève s'est mise dans une colère noire. Mais il était si doué. Il dessinait des maisons, d'immenses maisons. Et la mer. Antoine retint sa respiration. La maison en Bretagne. Et il dessinait des chiens, ajouta Chloé à voix basse. Un grand chien marron. C'est lui qui me l'a dit. Quand il s'est enfin décidé à parler. Dis quoi? La voix d'Antoine était un coup près. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit que son chien lui manquait. Qu'il s'appelait Buddy. Sandrine étouffa un sanglot. Antoine sentit le sol se dérober. Buddy. C'était vrai. Un détail si insignifiant, si intime. Il disait que Buddy adorait galoper sur la plage, enchaîna Chloé, et courser les goélands. Il disait que le chien pouvait aboyer pendant des heures, mais que les oiseaux étaient toujours plus rapides. Le souvenir était d'une précision chirurgicale, une photographie d'une vie dérobée. Antoine s'en rappelait parfaitement. Un après-midi d'été, à la maison de la côte. Léo, tout juste 4 ans, riant aux éclats tandis que Buddy s'acharnait sur une volée de mouettes. Il disait que le chien pouvait aboyer pendant des heures. Comment? Antoine peinait à articuler. Comment pouvez-vous être sûr que Mathieu est le garçon de ce tableau? Ses yeux, répondit simplement Chloé. Je n'oublie jamais un regard. Et tenez. Elle fouilla dans la poche de sa robe et en sortit un petit papier plié en 4. Il était jauni, les plis presque transparents d'usure. Un dessin d'enfant. Elle le lui présenta. La main d'Antoine tremblait tant qu'il eut du mal à s'en saisir. Il le déplia. Un dessin maladroit, au crayon de cire. Une fillette bâton aux cheveux jaunes tenait la main d'un garçon bâton plus grand. Au-dessus d'eux, un énorme chien approximatif, colorié en marron. C'est lui qui me l'a donné, chuchota Chloé. Je pleurais parce qu'un des grands, Denis, avait essayé de me voler mon médaillon. Elle porta la main à une fine chaîne d'argent qu'elle portait au cou. Antoine suivit son geste. D'où vient-il? Sans qui il? De mon grand-père, répondit Chloé, non sans une certaine fierté. Le capitaine Maurice Le Gall, le père de maman. C'est un ancien héros de guerre. Il est venu un jour à Saint-Joseph avec maman. Il m'a vu. Il m'a dit que j'étais un brave petit soldat. Il m'a offert ce médaillon et m'a dit de ne jamais le perdre. Sandrine prit la parole, la voix encore instable. Mon père a tout de suite vu quelque chose en elle. Il m'a dit, cette petite, c'est une battante, Sandrine. C'est à ce moment-là que j'ai su. Il m'a fallu presque une année ensuite pour finaliser l'adoption. Antoine opina. Maurice Le Gall.
Un nom respecté. Un héros local, un homme d'une intégrité à toute épreuve. Certainement pas un menteur. Mathieu m'a donné le dessin, reprit Chloé, les yeux sur le papier dans la main d'Antoine. Il n'a rien dit à Denis. Il s'est juste planté devant moi. Il l'a regardé fixement. Il n'avait même pas l'air fâché. Juste. Comme mon grand-père, parfois. Denis a eu la frousse et m'a rendu mon médaillon. Mathieu m'a donné ça après. Il a dit que c'était pour que je n'oublie jamais que j'avais un protecteur. Antoine contemplait le dessin. Un protecteur. Son fils, qu'il avait été incapable de protéger. Vous dites que Sandrine vous a adopté il y a 3 ans, dit Antoine, son cerveau analysant chaque information. Qu'est devenu Mathieu? Il a fugué, répondit doucement Chloé. Environ une semaine avant que maman ne vienne me chercher. Donc oui, il y a à peu près 3 ans. Il grandissait. Il devait avoir 13, peut-être 14 ans. Il haïssait cet endroit. Il m'a dit qu'il partait retrouver sa vraie maison. Il a dit qu'il se souvenait d'une grille, une grande grille en fer forgé avec une lettre gravée dessus. Le regard d'Antoine fut attiré par la fenêtre, par la longue allée qui serpentait jusqu'aux grilles monumentales. Les grilles qui arboraient un des majuscules stylisés. Du bois. Il m'a dit qu'il allait retrouver son papa, dit Chloé, les larmes aux yeux. Et puis, plus rien. Les sœurs ont dit qu'il avait fugué. Je ne l'ai jamais revu. Une vague de fureur submergea Antoine, si violente qu'il faillit perdre l'équilibre. Fureur contre les ravisseurs, la police, le monde entier, et contre cette orphelinat. Le foyer Saint-Joseph, dit Antoine d'une voix sourde et menaçante. Où se trouve-t-il? Il se dirigeait déjà vers son bureau, son téléphone en main. Il allait appeler Nicolas, son chef de la sécurité. Il allait appeler le préfet. Monsieur, intervint Sandrine, la voix brisée par la peur. C'est ça, le problème. Antoine s'immobilisa, téléphone en main. Chloé baissa les yeux. Vous ne pouvez pas y aller, monsieur. Il n'y a plus rien. Plus rien? Comment ça, plus rien? Ça a brûlé, chuchota Chloé. À peu près une semaine après que Mathieu soit parti. Un énorme incendie. Tout a été détruit. Les dossiers, les chambres, tout. C'est pour ça que maman s'est dépêchée de venir me chercher. Le département voulait nous transférer ailleurs. Elle a juste eu le temps de faire les papiers. Le silence retomba sur la pièce. Mais ce n'était plus le silence du deuil. C'était le silence d'un complot. Un garçon qui en sait trop s'échappe. Une semaine plus tard, l'orphelinat, archives comprises, est réduit en cendres. Ce n'était pas une tragédie. C'était une opération de nettoyage. Antoine regarda Chloé. Une simple enfant. Mais elle n'était plus la fille de la femme de chambre. Elle était l'unique lien qui le rattachait à son fils. Sandrine, dit Antoine, la voix glaciale. Vous et votre fille ne retournerez pas aux appartements du personnel. Vous emménagez dans l'aile des invités, dès ce soir. Les yeux de Sandrine s'arrondirent. Monsieur, je ne comprends pas. Vous n'êtes plus ma femme de chambre, déclara Antoine. Il regarda Chloé, puis le dessin qu'il tenait toujours. Vous êtes sous ma protection. Et vous, dit-il à Chloé, vous allez m'aider à retrouver mon fils. L'ordre était si péremptoire que Sandrine ne put qu'obéir, sa main se crispant sur l'épaule de sa fille. Monsieur Dubois, vous n'êtes pas. Ceci n'est pas une suggestion, Sandrine. C'est une obligation, la voix d'Antoine était tranchante, ne tolérant aucune discussion. Si ce que dit votre fille est la vérité, et je suis enclin à la croire, elle est la seule personne au monde capable d'identifier mon fils. Ce qui fait d'elle une cible. Le sang quitta le visage de Sandrine. Elle n'avait pas envisagé cela. Antoine, lui, voyait un danger imminent. Un témoin à éliminer. Une cible? Répéta Sandrine, serrant Chloé contre elle. L'incendie? Demanda Antoine, son esprit froidement analytique. Racontez-moi. C'était au journal télévisé, dit Sandrine, fouillant dans sa mémoire.
Ils ont parlé d'un accident. Une installation électrique vétuste. C'est le bâtiment principal qui a brûlé, celui des bureaux. C'est arrivé au milieu de la nuit. Les bureaux, répéta Antoine. Pas les dortoirs. Chloé secoua la tête. Non, monsieur. On n'a rien eu. Mais sœur Geneviève, la directrice. Elle n'arrêtait pas de pleurer le lendemain. Elle répétait, tout est perdu. 30 ans d'histoire. Toutes les archives. C'est là qu'ils ont commencé à nous déplacer. C'était un chaos total. Antoine acquiesça lentement. Un incendie ciblé. Un accident qui, comme par hasard, ne détruisait que les preuves. Ce n'était pas un accident. C'était un avertissement. Il faut que je parle à votre père, dit Antoine à Sandrine. Le capitaine Le Gall. Il vit avec vous? Oui, monsieur. Dans notre 2 pièces. Il est retraité. Il est très méfiant, monsieur. Surtout avec les gens riches. Parfait, dit Antoine. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. Un homme méfiant est précisément ce qu'il me faut. Il retourna à son bureau, sa résolution sans faille. Le brouillard du chagrin se levait, chassé par le feu ardent d'un nouvel objectif. Sandrine, amenez Chloé aux cuisines. Ma gouvernante, Madame Dubois, s'occupera de vous. Mon chef de la sécurité, Nicolas, vous y retrouvera. Il vous conduira à l'aile. Pas un mot de tout ceci au reste du personnel. Vous ne répondez à aucune question. Votre contrat de femme de chambre est terminé. Est-ce clair? Sandrine, pétrifiée mais lisant la détermination implacable dans ses yeux, hocha la tête. Oui, monsieur. Elle allait sortir avec Chloé, mais la voix d'Antoine les retint. Chloé. La fillette se retourna. Antoine contourna le bureau et s'accroupit, un geste qui lui était devenu étranger. Il ne s'était pas mis à la hauteur d'un enfant depuis une éternité. L'espoir qu'il ressentait était si neuf qu'il en était presque douloureux. Tu as été très courageuse aujourd'hui, dit-il d'une voix éraillée. J'ai seulement dit la vérité, monsieur, chuchota Chloé. Grand-père dit que la vérité est un bouclier. Antoine la regarda. La vérité est un bouclier. C'est un sage. J'ai besoin que tu sois courageuse encore un peu. Nicolas va te poser des questions. Je veux que tu lui racontes absolument tout ce que tu m'as dit. Chaque petit détail sur Mathieu. Tu peux le faire? Chloé serra son médaillon et acquiesça. Vous le retrouverez? La question était si simple, si innocente. Elle frappa Antoine avec plus de force que la plus dure des négociations. Il se releva, son visage se figeant en un masque de pure volonté. S'il est en vie, dit Antoine Dubois, je remuerai ciel et terre pour le retrouver. Sandrine et Chloé sortirent. La porte se ferma lourdement. Antoine resta seul un instant, la main sur le téléphone. Il regarda le portrait. Le garçon souriant. Léo. Mathieu. Tu l'as protégé, murmura-t-il à la peinture. À mon tour de la protéger. Et je te retrouverai. J'en fais le serment sur la tombe de ta mère. Il décrocha la ligne sécurisée et pressa une touche. Nicolas, dégagez mon emploi du temps pour le mois à venir. Non, le contrat de Tokyo peut attendre. Annulez-le. J'ai un problème au manoir. Une affaire personnelle. Installez la nouvelle employée, Sandrine, et sa fille, Chloé, dans l'aile. Elles sont mes invitées. Postez 2 de vos hommes dans cette aile. Personne n'entre, personne ne sort sans mon accord. Oui, Nicolas, je suis très sérieux. Il fit une pause, les yeux sur le tableau. Et trouvez-moi tout. Absolument tout ce qu'il y a sur un incendie au foyer Saint-Joseph pour enfants, il y a 3 ans. Le rapport de police, celui de l'assurance, l'enquête des pompiers. Et je veux savoir à qui appartenait le bâtiment. Immédiatement. Il pressa une autre touche. Envoyez une voiture pour le capitaine Maurice Le Gall. Dites-lui que ça concerne sa petite fille. Dites-lui que c'est une urgence. Les cuisines étaient plus vastes que leur appartement. Un immense espace d'inox, de marbre et de cuivre.
Madame Dubois, la gouvernante, n'y comprenait rien. Monsieur Dubois a été très précis, dit-elle en posant 2 assiettes garnies sur l'îlot. Vous devez être traités comme des invités. Pour Sandrine, c'était un banquet. Madame Dubois, je... Commença Sandrine, les mains tremblantes. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Il ne m'appartient pas de comprendre, Sandrine, répondit Madame Dubois avec une certaine gentillesse. Et il ne vous appartient pas de poser des questions. Mangez. Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. Chloé, silencieuse jusqu'alors, leva la tête. Peut-être bien, murmura-t-elle. Un homme entra avant que Madame Dubois puisse répliquer. Il était en costume sombre, son regard acéré n'en perdait pas une miette. Il émanait de lui un calme dangereux. Je suis Nicolas, chef de la sécurité de Monsieur Dubois. Veuillez me suivre, je vais vous conduire à votre suite. Mon père. Il arrive? Demanda Sandrine, la voix mal assurée. Oui, une voiture est partie le chercher. Il rencontrera Monsieur Dubois dans son bureau. Je vous conduis à l'aile. C'est la zone la plus sécurisée de la propriété. La plus sécurisée. Le mot résonna étrangement, froid et lourd de sous-entendu. La suite de l'aile était un autre monde. Un salon avec cheminée, 2 vastes chambres. Chloé alla à la fenêtre. La vue donnait sur un immense parc plongé dans l'obscurité. Maman, dit Chloé. J'ai peur. Sandrine la rejoignit et la serra dans ses bras. Tout va bien, mon trésor. On ne risque rien. Monsieur Dubois. Il veut juste retrouver son fils. Tu as bien agi. Nicolas se tenait près de la porte. Un de mes hommes est posté dans le couloir. Je vous demande de ne pas quitter la suite. Vos repas seront servis ici. Sandrine hocha la tête, le visage cireux. On se croirait. En prison. C'est une zone de protection, madame, corrigea Nicolas. Monsieur Dubois estime que les souvenirs de votre fille font de vous deux des personnes d'une grande valeur, et donc très exposées. Bonne soirée. Il referma la porte. Elles entendirent le son feutré de la serrure. Dans le bureau, Antoine faisait face au capitaine Maurice Le Gall. Maurice approchait les 70 ans, un homme sec et tanné par les éléments, la droiture d'un militaire et des yeux bleus perçants et sans peur. Un magnate de l'immobilier ne l'intimidait nullement. « Ma fille est chez vous », dit Maurice d'une voix posée. Elle m'a appelé en larmes. Elle dit que vous avez posté des gardes devant sa porte. Je n'apprécie pas qu'on séquestre ma famille. Capitaine Le Gall, merci de votre venue. Asseyez-vous, je vous prie. Je préfère rester debout, rétorqua Maurice. Elles ne sont pas séquestrées, dit Antoine. Elles sont protégées. Protégées de qui? De vous? Vous les nantis, vous croyez tout acheter. Déplacez les gens comme des pions. Mon argent n'a rien à voir là-dedans, répondit Antoine à voix basse. Mon fils, si. Votre petite fille. Elle pense l'avoir connue. L'expression de Maurice ne s'y a pas. Je sais ce qu'elle a dit. Chloé ne ment pas. Mais ce n'est qu'une enfant. C'est une tragédie, monsieur Dubois, mais sans doute une méprise. Elle connaissait son chien, lança Antoine. Maurice se raidit. Elle savait qu'il s'appelait Buddy, poursuivit Antoine. Elle savait qu'il aimait courser les goélands sur la plage. Rien de tout cela n'a jamais été publié. C'était un souvenir de famille, un secret. Les yeux du vieux capitaine se plissèrent. En tant qu'ancien militaire, il savait la valeur d'un fait tangible. Un chien marron, murmura Maurice. Elle m'a parlé de ce garçon, celui qui la protégeait, celui qui dessinait. Votre petite fille, dit Antoine, est la seule piste sérieuse que j'ai eue en 10 ans. Elle m'a dit que l'orphelinat, le foyer Saint-Joseph, a brûlé il y a 3 ans. Une semaine, à peine, après que mon fils, Mathieu, se soit enfui. Maurice Le Gall n'était pas un naïf. Il avait survécu à la guerre en apprenant à déceler les embuscades. Un incendie, dit Maurice, pour effacer les traces. Pour détruire les archives. Précisément. Ce qui veut dire que la personne qui a enlevé mon fils sait qu'il était là-bas.
Et si cette personne apprend qu'une petite fille se souvient de lui, qu'elle peut l'identifier? Alors la gamine devient une cible. Un témoin à éliminer. Le vieux soldat et le magnate de l'immobilier se jaugèrent. Pour la première fois, ils n'étaient plus deux hommes de mondes opposés. Ils étaient deux hommes unis par une même cause. Quel est votre plan d'action? Demanda Maurice. Mon chef de la sécurité, Nicolas, va interroger Chloé. Je souhaiterais votre présence. Elle a confiance en vous. Elle en aura besoin. Et vous? Que allez-vous faire? Je vais découvrir qui a mis le feu aux poudres, dit Antoine. Nicolas entra, un dossier à la main, son regard allant d'Antoine au capitaine. Monsieur, le rapport préliminaire sur l'incendie. Je vous écoute, dit Antoine. Foyer Saint-Joseph pour enfants. Incendie il y a 3 ans. Le rapport officiel, signé par le chef des pompiers Peters, conclut à un accident. Installation électrique défaillante. Destruction totale du bâtiment. Un accident, répéta Antoine. J'ai fait des recherches sur ce Peters, continua Nicolas d'une voix neutre. Il a pris sa retraite anticipée 2 semaines après avoir signé ce rapport. Il a acheté une villa en Floride. Payé cash. Un bateau de pêche de 12 mètres. Cash également. Avec un salaire de pompier. Maurice émit un grognement sombre. Un pot de vin. Pour couvrir l'affaire. Ce n'est pas tout, monsieur, dit Nicolas en ouvrant le dossier. J'ai consulté le cadastre. Le foyer Saint-Joseph n'appartenait pas à l'église. Il appartenait à une fondation privée. Laquelle? Demanda Antoine. Nicolas regarda son employeur droit dans les yeux. La fondation Beauchesne, une fiducie caritative. J'ai fait des vérifications. Son principal donateur, son unique donateur depuis 15 ans, est une société holding basée dans le Delaware. Une angoisse glaciale, pire encore que le chagrin, étreignit Antoine. Le nom de cette société, Nicolas? Nicolas baissa les yeux vers le document. C'est une filiale de Dubois Développement. Monsieur. Votre société. Le silence dans la pièce était total. Seul le tic-tac de l'horloge se faisait entendre. Maurice fixait Antoine. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Le visage d'Antoine était exsangue. Le sang pulsait à ses tempes. Il s'approcha de son bureau, s'agrippant au rebord. Il a dit, la voix d'Antoine n'était qu'un grondement sourd et tremblant, que quelqu'un s'est servi de mon propre argent pour financer l'orphelinat où était caché mon fils. L'idée était monstrueuse. Les ravisseurs n'étaient pas des inconnus. L'ennemi n'était pas hors les murs. Il était à l'intérieur. Une goutte de sueur perla sur la tempe d'Antoine. La pièce était fraîche, mais il suffoquait. Sa propre entreprise. Son propre argent. Pendant 10 ans, il avait payé pour que son fils reste caché. La trahison était si abyssale, si absolue, qu'elle le paralysait. Maurice Le Gall fut le premier à parler. Monsieur Dubois, vous hébergez une vipère depuis une décennie. Antoine regarda le vieux capitaine, les yeux flamboyants. Une vipère? Répéta-t-il. Oui. Et je vais lui trancher la tête. Il martela le bouton de l'interphone. Nicolas. Venez. Nicolas entra, le visage fermé. Il avait compris la portée du dossier. Qui? La voix d'Antoine était un souffle, mais elle avait le poids d'une condamnation. Qui, dans ma société, a validé la création de la fondation Beauchesne? Qui a signé les virements? Monsieur, c'est une filiale, expliqua Nicolas, son téléphone à la main. Elle est sous la responsabilité de la division des œuvres caritatives, dirigée par. Je me fiche de savoir qui la dirige. Explosa Antoine, perdant tout contrôle. Je veux le nom de celui qui a ouvert le compte. Le nom de celui qui a validé les paiements. Réveillez tous les comptables et tous les avocats de Paris s'il le faut. Je veux ce nom sur mon bureau d'ici 1 heure. Entendu, monsieur, dit Nicolas en s'apprêtant à sortir. Attendez, l'arrêta Maurice. Nicolas et Antoine se tournèrent vers lui. Vous réagissez en homme d'affaires, dit Maurice à Antoine. Vous suivez la piste de l'argent. C'est une bonne chose.
Mais vous oubliez l'essentiel. La petite. La colère d'Antoine s'apaisa, laissant place à une concentration froide et méthodique. Quoi, la petite? Elle est la seule à l'avoir vue, insista Maurice. Comment était la vie là-bas? Qui dirigeait? Qui rendait visite? Ce sont ces détails qui vous mèneront à votre fils. Antoine hocha la tête. Le vieil homme avait raison. Nicolas, occupez-vous des finances avec moi. Envoyez 2 de vos meilleurs éléments, des hommes de confiance absolue, à Lelay. Ils doivent interroger Chloé. Et je veux que vous, dit-il en regardant Maurice, soyez présents. Elle a confiance en vous. Elle aura besoin de vous. Maurice acquiesça. J'y vais. Non, dit Antoine. Attendez les hommes de Nicolas. Personne ne se déplace seul dans cette maison ce soir. Pas tant que je n'aurai pas identifié l'ennemi. Dans Lelay, le silence était électrique. Chloé était assise en tailleur sur le tapis. Sandrine arpentait la pièce. « Grand-père !» s'écria Chloé en se jetant dans les bras de Maurice dès qu'il entra. Il la serra fort contre lui. « Sandrine, ça va ? » On a peur, papa, murmura-t-elle. Je sais. Mais ici, vous ne risquez rien. 2 hommes imposants en costume se tenaient derrière lui, le visage neutre. Ces messieurs vont poser quelques questions à Chloé, expliqua Maurice en la conduisant vers le canapé. Ils travaillent pour Monsieur Dubois. Je reste avec toi. Raconte-leur simplement ce dont tu te souviens. L'un des hommes, Philippe, s'assit en face de Chloé. L'autre resta en faction près de la porte. Philippe avait un visage rassurant, mais un regard qui analysait tout. Chloé, commença-t-il d'une voix douce. On voudrait juste parler du foyer Saint-Joseph. Et de ton ami, Mathieu. D'accord, dit-elle. Tu as dit que sœur Geneviève était la directrice. Peux-tu la décrire? Chloé réfléchit. Elle était très vieille, toute ridée. Elle n'était pas méchante, mais elle avait peur. Ça, je m'en souviens bien. Peur? Demanda Maurice. Peur de quoi? Des visiteurs, dit Chloé. Le stylo de Philippe s'immobilisa. Quels visiteurs, Chloé? Ils ne venaient pas pour nous, dit-elle en secouant la tête. Ils venaient pour sœur Geneviève. Parfois, la nuit. Dans une grande voiture noire. Très silencieuse. Une voiture noire, répéta Philippe. Tu as déjà vu les personnes qui étaient dedans? Une seule fois. La voix de Chloé devint un murmure. J'avais mal au ventre. J'étais à l'infirmerie, au rez-de-chaussée. Je regardais par la fenêtre. La voiture est arrivée. Il était tard. Et qu'as-tu vu? Un homme est descendu. Il était immense. Il portait un chapeau. Et il avait une bague. Je m'en souviens, parce qu'elle a brillé quand il a menacé sœur Geneviève du doigt. Elle était au bord des larmes. Une bague? Dit Philippe en se penchant. Comment était-elle? Grosse. En or. Avec une pierre verte au milieu. Vert très foncé. Il m'a fait peur. Il a levé la tête et je me suis caché. J'ai eu l'impression qu'il m'avait vu, même dans le noir. Maurice posa une main protectrice sur son épaule. C'est fini, soldat. Tu es en sécurité. Mathieu a déjà vu cet homme? Demanda Philippe. Chloé hocha la tête. Je crois. C'est pour ça qu'il avait peur. Quand il parlait d'eux, il disait que c'étaient des menteurs. Que sœur Geneviève était une menteuse. Il disait qu'ils jouaient les bienfaiteurs, mais que c'étaient des monstres. Voilà ce qu'il disait. Mathieu a dit autre chose sur sa maison? Demanda Philippe. Juste le chien, la mère, et la grande grille avec un dé dessus, dit Chloé. Et sa maman. Il m'a dit que sa maman lui manquait. Il disait qu'elle sentait les fleurs. Dans le bureau, Antoine tournait en rond. L'heure était écoulée. Il était 22 heures. La ligne sécurisée sonna. Il bondit dessus.
Nicolas, parlez. J'ai le nom, monsieur. La fondation Beauchesne a été enregistrée il y a 15 ans. Les fonds de notre société transitaient par 3 comptes différents. Mais le signataire, l'homme qui a tout orchestré et validé les dons semestriels, c'est Stéphane Lemaire. Antoine lâcha le combiné. Il tomba sur le bureau dans un bruit sec. Stéphane Lemaire. Son beau-frère. Le frère d'Éléonore. Oncle Stéphane. L'homme qui l'avait soutenu à l'enterrement d'Éléonore, qui avait pleuré en disant que Léo était le fils qu'il n'avait jamais eu. L'homme à la tête de la branche caritative de Dubois Développement, un poste qu'Antoine lui avait offert. Il était là, murmura Antoine. Il était là cet après-midi. Pour l'anniversaire. Stéphane était passé, comme tous les ans. 10 ans, Antoine. Tu devrais tourner la page. Éléonore aurait voulu que tu trouves la paix. La paix. Cet homme lui parlait de paix alors qu'il cachait son fils, en toute connaissance de cause. La porte s'ouvrit. C'était Nicolas. Il vit le visage d'Antoine et comprit. Vous savez? Dit Nicolas. Stéphane, dit Antoine, le nom un poison dans sa bouche. C'était Stéphane. Monsieur, ce n'est pas tout. Le rapport de l'aile vient de tomber. L'esprit d'Antoine était en surchauffe. Qu'a dit la petite? Elle a parlé d'un homme qui visitait l'orphelinat. Un homme de grande taille. Il terrorisait sœur Geneviève. Il venait la nuit, en voiture noire. Elle a dit qu'il portait une bague. Monsieur, dit Nicolas d'une voix posée. Une grosse chevalière en or avec une pierre vert foncé. Antoine se figea. Son regard erra vers une table d'appoint couverte de photos encadrées d'argent. Lui et Éléonore, Léo sur la plage, et une photo du dernier gala de l'entreprise. Lui, Éléonore, et son frère Stéphane, souriant. Antoine saisit le cadre. Sa main tremblait. Il examina la main de Stéphane, posée sur l'épaule d'Éléonore. À son auriculaire droit, une imposante chevalière en or. Au centre du blason familial, une émeraude carrée, d'un vert profond. Je vais le tuer, chuchota Antoine. Monsieur, dit Nicolas, il faut garder la tête froide. C'est un complot vieux de 10 ans. C'est un monstre. Il a pris votre fils et a tué votre femme à petit feu. L'incendie, dit Antoine, la voix se faisant plus dure. C'est lui qui a payé le chef des pompiers. Il avait les moyens, dit Nicolas. Et le mobile. Il a toujours jalousé votre réussite. Il pensait que la fortune des Dubois aurait dû être partagée avec Éléonore. Alors il a volé mon fils, dit Antoine. Il a laissé sa propre sœur mourir de chagrin. Il m'a laissé mariner dans mon deuil. Pour l'argent. Et maintenant, il sait, dit Nicolas à voix basse. Où il va bientôt savoir. La nouvelle femme de chambre et sa fille, isolées dans les laits. Des gardes à leur porte. Vous qui annulez vos voyages. Il n'est pas idiot, monsieur. C'est un serpent. Il sentira que quelque chose a changé. Que son secret est en danger. Le regard d'Antoine croisa celui de Nicolas. Chloé, dit Antoine. Il va s'en prendre à elle. Le sang d'Antoine se figea. Il avait un ennemi. Un nom. Et cet ennemi faisait partie de la famille. Il va s'en prendre à elle, répéta Antoine. Il ne l'approchera pas, monsieur, assura Nicolas. L'aile est un bunker. Mes hommes sont les meilleurs. Mais il essaiera. Et il sera subtil, l'esprit d'Antoine était un chaos de trahison. Il connaît cette maison. Il connaît le personnel. Il me connaît. Il connaît vos rituels, confirma Nicolas. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Il s'attend à vous trouver en miettes. Enfermé dans ce bureau à noyer votre chagrin. Il s'attend à vous trouver faible. Antoine regarda le portrait de son fils. Faible. Il avait été faible pendant 10 ans. C'était terminé. C'est votre couverture, monsieur, dit Nicolas. Jouez le rôle de l'homme brisé. Je m'occupe de l'enquête. Je dois démanteler le réseau de Stéphane. Le pompier en était un pion. Sœur Geneviève. Où est-elle?
trouvez-la, ordonna Antoine. Et localisez Stéphane Lemaire, immédiatement. Nicolas acquiesça et sortit. Antoine était de nouveau seul. Il regarda la photo. Lui, Éléonore, Stéphane. La main de Stéphane, avec sa bague à pierre verte, sur l'épaule de sa sœur. Tu as partagé ma table, pensa Antoine, la rage lui donnant la nausée. Tu as bu mon vin. Tu as versé des larmes de crocodile aux funérailles de ta propre sœur. Tu m'as conseillé de trouver la paix. La ligne privée sonna. S. Lemaire. Son cœur s'emballa. Le serpent appelait. Pour sonder le terrain. Antoine laissa sonner. Une fois, 2 fois. Il prit une longue inspiration. Il ferma les yeux, convoquant le spectre de son deuil pour s'en faire une armure. Il décrocha. Stéphane, dit-il. Sa voix était éraillée, pâteuse de fatigue. Une performance de maître. Antoine, Dieu soit loué. Je voulais juste prendre de tes nouvelles, la voix de Stéphane était mielleuse. Une sympathie feinte. Journée difficile, j'imagine. Je ne savais pas si je devais appeler. Menteur. Tu veux savoir. Ce n'est rien, Stéphane, grommela Antoine. Une année de plus. Comme d'habitude. Je sais. Je sais. Un silence. Écoute, je suis content de t'attraper. Bob Henderson m'a dit que tu avais annulé ton voyage à Tokyo. Tout va bien? Tu n'es pas malade? Le voilà. L'hameçon. Il savait qu'Antoine avait brisé sa routine. Antoine poussa un long soupir d'épuisement. Je suis juste las, Stéphane. Las de tout ça. Je n'avais pas le courage. Pas aujourd'hui. Nouveau silence. Stéphane analysait. C'était plausible. Évidemment, dit Stéphane, la voix dégoulinante d'une fausse compassion. Je comprends tout à fait. C'est justement pour ça que j'appelle. Et si je passais te voir? On boirait un verre. Entre nous. À la mémoire d'Éléonore. Du petit. La main d'Antoine se crispa sur le combiné. Passer te voir. Il voulait inspecter les lieux. Déceler un changement. Non, dit Antoine, trop vite. Il modula sa voix. Non, Stéphane. C'est gentil, mais je vais me coucher. J'ai besoin d'être seul. Tu es sûr, Antoine? Je suis à 10 minutes. Certain, dit Antoine, la voix ferme mais lasse. Merci, Stéphane. Bonne nuit. Il raccrocha. Il tremblait, non de peur, mais de fureur. Il ne m'a pas cru, dit Antoine à la pièce silencieuse. Il vient. Il appela Nicolas. Il arrive. Stéphane. Il vient à la maison. Il se doute de quelque chose. Laissez-le venir, monsieur, répondit la voix froide et calme de Nicolas. Les gardes de l'aile sont déguisés en techniciens. Il n'y verra que du feu. L'équipe de surveillance extérieure est prête. On le filera à son départ. Tenez votre rôle. Le veuf inconsolable. Dans l'aile, Maurice Le Gall se tourna vers sa famille, le visage dur. Sandrine, cette petite n'est pas qu'un témoin. C'est un soldat. Elle vient de tirer la première salve. À nous de lui fournir les munitions. Il s'assit près de Chloé. Chloé, tu as été parfaite avec ces hommes. Mais je veux que tu te concentres. Oublie la peur. Pense à Mathieu. J'y pense tout le temps, grand-père. Je sais. Mais creuse plus profond. Tu as une mémoire des détails. Tu as dit qu'il dessinait la mer. A-t-il précisé où? Chloé plissa le front. Il parlait de la maison au bord de l'eau. Il disait que sa maman l'adorait. Il parlait de chaises blanches sur une terrasse. Et d'un oiseau. Un oiseau? Demanda Maurice. Un oiseau en bois sur un mât. Qui tournait avec le vent. Un oiseau blanc. Il disait que c'est son papa qui l'avait installé. Il disait qu'il le voyait de sa fenêtre.
Et que ça le rassurait. Les yeux de Maurice s'agrandirent. Sandrine, Monsieur Dubois possède-t-il une maison sur la côte? Je crois bien, papa. C'est mentionné dans son dossier. Il faut prévenir Monsieur Dubois, dit Maurice. C'est un renseignement capital. À cet instant, Chloé suffoqua, sa main agrippant son médaillon. Qu'est-ce qu'il y a, Chloé? S'inquiéta Sandrine. Le nom, chuchota-t-elle. Je me souviens d'autre chose. Mathieu. Ce n'était pas que Mathieu. Il m'a dit qu'il s'appelait Mathieu. Léo. Il m'a dit pourquoi. Ses yeux s'emplirent d'une terreur ancienne. Pourquoi, ma puce? À cause de l'homme à la bague, dit Chloé, tremblante. Mathieu était caché sous un lit. L'homme hurlait sur sœur Geneviève. Mathieu l'a appelé. Il l'a appelé oncle. Et l'homme lui a dit, vous l'appellerez Mathieu. Léo est parti. Léo Dubois est mort et enterré. C'est compris. Et sœur Geneviève, elle a pleuré et elle a dit oui. Maurice Le Gall ferma les yeux. La dernière pièce du puzzle. Oncle. Il faut appeler Monsieur Dubois. Dit Sandrine. Non, l'arrêta Maurice. Les téléphones sont peut-être. Je préviens le garde. Il fera passer le message. Restez ici. Verrouillez la porte. En bas, la sonnette retentit. L'écho se propagea dans le hall. Madame Dubois, blême, alla ouvrir. Antoine se tenait dans l'ombre de l'escalier, le cœur lourd comme une pierre. La porte massive s'ouvrit. Stéphane Lemaire était sur le perron, un sourire contrit aux lèvres. Il tenait une bouteille de bon cognac. Stéphane, monsieur, balbutia Madame Dubois. Monsieur Dubois se reposait. Allons, allons, Dubois, dit Stéphane en entrant, son regard balayant la pièce. C'est dans ces moments-là qu'on a besoin de la famille. Il pénétra dans le hall. C'était silencieux. Trop silencieux. Antoine? Appela Théil. Antoine émergea de l'ombre. Son visage était une étude du chagrin. Stéphane, je t'avais dit. Je veux être seul. Et moi, je te dis que tu ne le seras pas, rétorqua Stéphane. Il s'approcha et posa une main sur l'épaule d'Antoine. Ce dernier dut puiser dans toutes ses réserves pour ne pas le repousser. On boit un verre. À leur santé. À Éléonore. À Léo. Le regard de Stéphane fouillait les couloirs, à la recherche du moindre indice. Il ne vit rien. Soit, dit Antoine d'un murmure éteint. Il se dirigea vers le bureau. Un verre. En chemin, Stéphane jeta un œil vers Lélé. C'est bien calme ce soir, remarqua-t-il, l'air de rien. J'ai donné congé au personnel. Quelque chose comme ça, marmonna Antoine en ouvrant la porte du bureau. C'est bon d'être seul, mais il ne faut pas exagérer, dit Stéphane en entrant. Antoine se dirigea vers les carafes. Tu prends. Oh, tu as apporté ta bouteille. Que le meilleur, dit Stéphane en posant la bouteille sur le bureau. C'est alors que son regard tomba sur le petit dessin plié. Le cœur d'Antoine cessa de battre. Il l'avait oublié. Une erreur fatale. Stéphane tendit la main. Qu'est-ce que c'est? Un dessin. Ni. Coupa Antoine. Le mot était trop sec. Stéphane se figea, la main en suspens. Il tourna lentement la tête, son masque affable avait disparu. Il dévisagea Antoine. Antoine comprit son erreur. Il ferma les yeux, mimant une crise de douleur. C'est juste un vieux truc. Un des dessins de Léo. Je l'ai retrouvé aujourd'hui en rangeant une boîte. S'il te plaît, Stéphane, laisse-le là. Les yeux de Stéphane se rétrécirent. Il observa le dessin. Une fille blonde, un garçon plus grand, un chien marron. Il n'avait aucun souvenir d'une amie blonde pour Léo. Bien sûr, dit lentement Stéphane en retirant sa main. Il recolla un sourire sur son visage, mais ses yeux étaient froids. Papa, bien sûr. Toutes mes excuses. Un vieux souvenir. Il savait. Il ne savait pas quoi, mais il savait.
Il savait que ce dessin était un intrus. Et il savait qu'Antoine mentait. Le serpent était dans la pièce, et il était sur ses gardes. L'atmosphère dans le bureau était irrespirable. Le sourire de Stéphane était une fine couche de glace prête à se briser. Un vieux souvenir, répéta-t-il. Il s'approcha de la cheminée, son regard s'attardant sur le portrait de Léo. C'était un si bel enfant, Antoine. Le portrait craché d'Éléonore. C'est une chance qu'elle ne soit pas là pour voir ça. Ce vide. C'était une attaque délibérée. Il sondait la profondeur du chagrin d'Antoine. Antoine tressaillit, mais c'était pour s'empêcher de lui sauter à la gorge. Elle nous manque à tous, parvint-il à articuler. Il retourna aux carafes. Un verre? Tu avais dit un verre. Oui, un verre. Les yeux de Stéphane le suivaient. C'est que je m'en fais pour toi, Antoine. Annuler Tokyo, t'isoler, et maintenant ressortir de vieux dessins. Il marqua une pause. Es-tu sûr que c'en est un? Il a l'air récent. La cire du crayon est encore vive. Le sang d'Antoine se glaça. Il était un père, pas un expert. Il était dans une boîte, dit Antoine d'une voix neutre, avec le reste de ses affaires. Peu importe. Il servit 2 verres de cognac, sa main tremblant de manière ostensible. Il la laissa trembler. Il devait jouer le jeu. Il tendit un verre à Stéphane. Leurs doigts se frôlèrent. La main de Stéphane était chaude, la main ornée de la bague à pierre verte. À Éléonore, dit Stéphane en levant son verre. Et à Léo. Qu'il repose enfin en paix. Antoine ne put répondre. Il ne put boire. Il approcha le verre de ses lèvres, mais l'arôme du cognac lui parut empoisonné. Il le reposa, intact. Je ne peux pas, chuchota Antoine en se détournant. Pardon, Stéphane. Tu devrais partir. Je ne suis pas de bonne compagnie ce soir. Stéphane l'observa. Il vit le verre plein, le tremblement, la détresse. Il soupira, un son empreint de lassitude. Tu as raison. C'est moi qui suis désolé. Il posa son propre verre sur le bureau, à côté du dessin. J'ai trop insisté. Je sors. Merci, dit Antoine, sans le regarder. Repose-toi bien, Antoine, dit doucement Stéphane. Il alla jusqu'à la porte. S'arrêta. Ah, au fait. J'ai appris que tu avais engagé une nouvelle femme de ménage. Sandrine, c'est ça? Elle te convient? La tête d'Antoine pivota. La question n'était pas innocente. C'était une balle tirée à bout portant. Il savait pour Sandrine. Il assemblait les pièces du puzzle. La nouvelle employée, le voyage annulé, le dessin sorti de nulle part. Le visage de Stéphane affichait une curiosité polie. Elle convient, dit Antoine, la voix étranglée. Ce n'est qu'une femme de ménage. Bien sûr, sourit Stéphane. C'est juste que. J'ai ouï dire qu'elle avait une fille. Une petite blonde, 12 ans environ. Je suis surpris que tu laisses un enfant entrer dans cette maison, Antoine. Après. Enfin, tu sais. Il savait. Il savait tout. Elle reste aux cuisines, dit Antoine, la voix se durcissant. C'était une urgence. Sa voiture l'a lâché. Une urgence, répéta Stéphane, son sourire s'était effacé. Ses yeux étaient de pierre. Tu as toujours été trop bon, Antoine. Bonne nuit. La porte se referma. Antoine resta figé. Il entendit la porte d'entrée s'ouvrir, puis se fermer. Il était parti. Antoine se jeta sur l'interphone. Nicolas, il sait. Il sait pour la fille. Il est parti. Mettez-le sur écoute, suivez-le. Je veux savoir où il va, qui il appelle, tout. C'est en cours, monsieur. L'équipe est sur lui, la voix de Nicolas était de glace. Et monsieur. Un message de Lelay. Du capitaine Le Gall. C'est urgent. Quoi? Le garçon, Mathieu. Il a dit à Chloé que son nom complet était Mathieu Léo. Et il a dit, l'homme à la bague.
Il a ordonné à sœur Geneviève de l'appeler Mathieu, parce que Léo Dubois est mort. Monsieur, Chloé a dit que le garçon a entendu l'homme. Il l'a appelé. Oncle. Antoine s'agrippa au bureau. Oncle. Il y a autre chose, dit Nicolas. Un lieu. La maison de la côte. Chloé a dit que Mathieu se souvenait d'un oiseau en bois blanc qui tournait avec le vent. Il le voyait de sa chambre. Le regard d'Antoine fut happé par une photo au mur. La maison en Bretagne. Au coin de la terrasse, une girouette en forme de goéland blanc. Il est là-bas, murmura Antoine. Mon fils. Ce n'est pas qu'un fantôme. Il est là, monsieur. Stéphane est en route, la voix de Nicolas le coupa. Sa voiture file vers le sud, vers la côte. Il va à la maison de la côte, dit Antoine. Non, rectifia Antoine, son esprit tournant à 1000 à l'heure. L'incendie de l'orphelinat. C'était pour effacer les preuves. Mathieu s'est enfui avant. Stéphane ne sait pas où il est allé. Il ne le sait toujours pas. Il ne va pas à la maison de la côte. Il va trouver la seule autre personne qui connaît la vérité. Qui ? Demanda Nicolas. Sœur Geneviève, dit Antoine, la voix mortelle. La directrice. Celle qui s'est laissée acheter. Stéphane va la faire taire avant qu'on la trouve. Il était déjà en mouvement, attrapant ses clés de voiture. Nicolas, trouvez-moi cette religieuse. Coûte que coûte. Trouvez-la avant lui. Je vais à la maison de la côte. Je veux voir cet oiseau blanc moi-même. Monsieur, n'y allez pas seul. Laissez-moi envoyer une équipe. Non. Hurla Antoine. Vous, la religieuse. Moi, la maison. On termine ça ce soir. Il sortit du bureau, passant devant le portrait de son fils souriant. Pour la première fois en 10 ans, Antoine Dubois n'était pas une ombre. Il était un père. Et il partait au combat. Dans l'ailée, Chloé regardait le parc sombre par la fenêtre. « J'ai bien fait, grand-père » demanda-t-elle, sa petite voix anxieuse. Maurice Le Gall la rejoignit. Il posa sa grande main calleuse sur son épaule. Il entendit le grondement rageur et lointain de la voiture de Monsieur Dubois qui s'éloignait. « Chloé, dit-il, la voix grave et assurée. La vérité n'est pas qu'un bouclier. Parfois, c'est une arme. » Il regarda sa fille et sa courageuse petite fille. « Tu n'as pas seulement dit la vérité, dit le vieux capitaine. Tu viens d'armer les canons. » La nuit était noire. La maison silencieuse. Mais la trêve était terminée. La chasse était ouverte. Le vrombissement furieux de la voiture d'Antoine déchira le silence de la campagne. Il roulait trop vite. Peu importait. Son esprit était une lame de rasoir, aiguisée par la rage. 10 ans de brouillard venaient de se dissiper. 10 ans d'un deuil engourdi et poli, remplacé par une certitude incandescente. Oncle. Le mot le hantait. Léo est mort. Appelez-le Mathieu. Il n'avait pas juste volé un enfant. Il avait détruit une famille. Il avait laissé sa propre sœur se consumer de chagrin. En sachant la vérité. La trahison était si totale qu'Antoine en avait le souffle coupé. Son téléphone sonna. Il mit le haut-parleur. Nicolas. Monsieur, on le tient, la voix de Nicolas était grave. Stéphane roule vers l'est, sur la départementale. Il s'enfonce dans les terres. Il va trouver la religieuse, dit Antoine, les poings serrés sur le volant. Sœur Geneviève. Il élimine le dernier témoin. On est sur le coup, dit Nicolas. Son nom est Geneviève O'Connor. Après l'incendie, elle a été placée à la maison de retraite Sainte-Cécile. Un don de Stéphane a facilité son admission. Évidemment, cracha Antoine. Il achète son silence depuis 3 ans. Il est à 10 minutes d'elle. Nous sommes à 5. On l'aura, monsieur. C'est une promesse. Où en êtes-vous? J'arrive sur la côte, dit Antoine. L'air sentait l'iode. J'y suis presque. Il faut que je sache, Nicolas. Il faut que je voie. Prudence, monsieur. On ignore ce qui vous attend.
La communication fut coupée. Antoine s'engagea sur le chemin de terre qui menait à la maison de la côte. Il n'avait pas emprunté cette route depuis 10 ans. Les herbes folles avaient tout envahi. La grille était rongée par la rouille. Il gara la voiture. La maison était une masse sombre se découpant sur l'océan argenté par la lune. Il sortit. Le seul son était celui du ressac et le grincement. Grincement. D'une chose qui tournait dans le vent. Il leva la tête. Au coin de la terrasse, tel que Chloé l'avait décrit, un goéland en bois blanc. Elle déployait. Tournant dans la brise marine. Il disait qu'il le voyait de la fenêtre de sa chambre. Le cœur d'Antoine menaçait d'exploser. Il courut vers la terrasse, cherchant la vieille clé sur son trousseau. Elle se bloqua dans la serrure. Il défonça la porte d'un coup d'épaule. Léo. La porte céda. La maison était glaciale. Elle sentait le renfermé, la poussière, les souvenirs. Léo. Hurla-t-il, la voix brisée. Silence. Rien que les vagues. Il entra. Les meubles étaient recouverts de draps blancs, une armée de fantômes. L'espoir commença à le quitter. Trop tard. Encore une fausse piste. Il était là, murmura Antoine. Mais il est parti. Vaincu, il se dirigea vers l'escalier. Il devait en avoir le cœur net. Il monta les marches, les jambes lourdes. Il traversa le couloir jusqu'à la chambre de son fils. La porte était entr'ouverte. Il la poussa. La pièce était baignée de clair de lune. Et quelqu'un était là. Une silhouette, frêle et menue, assise sur le lit, regardait par la fenêtre l'oiseau blanc qui tournait. C'était un garçon. Il devait avoir 14 ans. Il portait un vieux jean et un sweatshirt usé. Ses cheveux étaient longs et sombres. En entendant Antoine, il sursauta, les yeux fous de peur. Il se mit debout d'un bond, attrapant un morceau de bois flotté comme une arme. « Partez !» siffla-t-il. « C'est chez moi. »« Partez !» Antoine s'arrêta, le souffle coupé. Le garçon était maigre. Il était terrifié. Mais ses yeux. C'étaient ceux de sa mère, lumineux, vifs, et porteurs d'une flamme qu'il croyait à jamais éteinte. « Je ne te veux aucun mal, » dit Antoine d'un murmure rauque. Il leva les mains. « C'est ce qu'ils disent tous, » répliqua le garçon, la voix tremblante. Il se voulait menaçant, mais ce n'était qu'un enfant. « Qui êtes-vous ? Comment vous m'avez trouvé ? » J'habitais ici, avant, dit Antoine, son regard ne quittant pas le visage du garçon. C'était la chambre de mon fils. La garde du garçon baissa d'un cran. Votre fils ? Il s'appelait Léo, dit Antoine, la gorge nouée. Le bras du garçon, celui qui tenait le gourdin, retomba un peu. Qu'est-ce que vous avez dit ? Léo, répéta Antoine en faisant un pas prudent. Il avait un chien. Un grand chien marron. Un labrador. Le garçon le fixa, bouche bée. Buddy, chuchota-t-il. Oui, s'étrangla Antoine. Buddy. Il adorait courser les goélands. Il aboyait sans arrêt, mais ils étaient toujours plus rapides. Le visage du garçon, si dur et méfiant, commença à se fendre. Le souvenir était là, intact. C'était son souvenir. Comment ? Murmura-t-il, les yeux pleins de larmes. Comment vous savez ça ? J'étais là, dit Antoine, les larmes dévalant maintenant ses propres joues. J'étais sur la terrasse. Et je te regardais. Le garçon scruta Antoine. Il vit les cheveux sombres. Le regard intense. Vous, dit-il. Vous êtes l'homme. De la photo. Celui que j'essayais de dessiner. C'est moi, dit Antoine. Il était incapable de bouger. Je suis ton père. Je m'appelle Antoine. Le garçon ne répondit pas, les larmes coulant sur ses joues. Il avait été seul si longtemps. Il s'était enfui de l'orphelinat, avait retrouvé la grille avec le dé, mais avait eu peur.
Alors il était venu ici, le seul autre lieu de sa mémoire. Il vivait dans cette maison fantôme depuis 3 ans, chapardant pour survivre. Papa, le mot était étrange dans sa bouche. Une prière qu'il n'osait plus formuler. Léo, sanglota Antoine. Il ne se précipita pas. Il ouvrit simplement les bras. Le garçon hésita un instant. Puis le morceau de bois tomba sur le plancher. Il se jeta en avant, s'agrippant à Antoine, ses bras fins et noueux en serrant le cou de son père. Antoine le serra, tout son corps secoué de spasmes. Il tenait son fils. Il était réel. Il était vivant. Il était chaud. Je t'ai retrouvé, pleura Antoine dans les cheveux de son fils. Mon Dieu. Léo, je t'ai retrouvé. 2 jours plus tard, le soleil filtrait dans le bureau. Antoine était assis sur le canapé. Léo, qui réapprenait son propre nom, était à côté de lui. Il était propre, habillé de neuf, mais son regard restait celui d'un animal traqué. En face d'eux, Chloé, Sandrine, et le capitaine Maurice Le Gall. Stéphane est sous les verrous, dit Antoine d'une voix calme. Il a tout avoué. L'enlèvement, l'orphelinat. Il a dit qu'il me tenait pour responsable du malheur d'Éléonore. Il voulait me prendre ce que j'avais de plus cher. Il n'avait pas prévu qu'elle en mourrait. C'est un monstre, murmura Sandrine, la main sur l'épaule de Chloé. Il paiera, dit Antoine. Sœur Geneviève aussi. Elle a collaboré en échange d'une remise de peine. C'est terminé. Il se tourna vers le vieux capitaine. Maurice, votre petite fille est une héroïne. Elle a sauvé mon fils. Elle m'a sauvé. Ma dette envers elle est impayable. Vous ne lui devez rien, monsieur Dubois, répondit Maurice fermement. Elle a fait ce qui était juste. La vérité est un bouclier. En effet, approuva Antoine. Il regarda Chloé. Chloé, tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Je veux ouvrir un fonds pour toi, pour tes études. Deviens ce que tu veux. Médecin, avocate, ce que tu voudras. C'est fait. Chloé regarda son grand-père, qui acquiesça. Merci, monsieur, dit-elle. Je crois savoir ce que je veux faire. Ah oui? Demanda Antoine. Je veux retrouver les gens, dit Chloé, ses yeux bleus déterminés. Comme vous avez retrouvé Léo. Je veux retrouver ceux qui sont perdus. Un sourire, vrai et sincère, se dessina sur les lèvres d'Antoine. Alors tu le feras. Léo, silencieux jusqu'alors, se tourna vers Chloé. C'était toi. La petite fille blonde. Avec le médaillon. Chloé rougit et hocha la tête. Tu m'as dit que je n'étais pas orphelin, dit Léo, un souvenir refaisant surface. Tu es la seule qui m'ait cru. Je me suis souvenu de tes yeux, dit-elle simplement. Antoine se leva. Il regarda le portrait, puis le garçon en chair et en os à côté de lui. Cette maison a été un tombeau pendant 10 ans, dit Antoine. Il regarda Sandrine. Sandrine, votre travail ici est évidemment terminé. En revanche, je cherche une intendante. Une personne de confiance. Pour m'aider à faire revivre cet endroit. Le salaire sera conséquent. Il y a une maison de 5 chambres sur le domaine. Elle est à vous-ci. Si vous et votre famille me faites l'honneur de rester. Sandrine regarda son père, les yeux brillants de larmes. Maurice Le Gall regarda Antoine Dubois. Il vit un homme brisé par l'épreuve, mais grandi. Il vit un homme qui était enfin redevenu un père. Maurice hocha la tête. L'honneur sera pour nous, monsieur. Plus tard dans l'après-midi, Antoine et Léo étaient sur la grande terrasse qui dominait les jardins. C'était leur premier moment seul. C'est immense, dit Léo. C'est trop immense, confirma Antoine. Il posa maladroitement une main sur l'épaule de son fils. Léo, je te demande pardon. J'aurais dû. J'ai cessé de chercher. J'ai baissé les bras. Léo leva les yeux vers cet homme étrange et puissant qui était son père. Mais tu m'as retrouvé. Non, mon fils, dit Antoine, la voix étranglée.
Il regarda vers le jardin, où Chloé et Maurice marchaient. C'est elle qui t'a retrouvé. Elle nous a tous retrouvés. Un portrait oublié détenait la clé, mais c'est la vérité d'une enfant, un souvenir qui refusait de mourir, qui avait ouvert la porte. Le chagrin n'était plus qu'une cicatrice. Pour la première fois en 10 ans, la maison n'était plus silencieuse. Et Antoine Dubois n'était plus seul.